arrogance, fraude et chute stupéfiante. Regardez comment la richesse d'un homme n'a pas pu le sauver de la justice. Le bavardage dans la salle d'audience bourdonnait comme une ruche d'abeilles agitées. La tension crépitait dans l'air. Les gens entassés sur les bancs, épaules contre épaules, tournaient leurs yeux vers la table du défendeur. Des murmures passaient d'une bouche à l'autre, chaque rumeur plus scandaleuse que la précédente. Puis il entra, grand, les épaules larges, et vêtu d'un costume de créateur gris anthracite, l'homme se tenait avec une confiance qui confinait à l'arrogance. Ses cheveux lissés en arrière brillaient sous les lumières fluorescentes et il souriait à la foule comme si la salle s'était rassemblée pour l'admirer et non pour le juger. Ethan Grayson, le nom qui avait dominé les gros titres pendant des semaines, ressemblait plus à un invité d'honneur qu'à un accusé. Accusé d'avoir volé des millions à des familles en difficulté, ce n'était pas son entrée qui fit tourner les têtes. C'est ce qui s'est passé lorsque la juge Monica Lee entra dans la salle d'audience, vêtue de sa robe noire. La juge Lee se déplaçait avec une autorité tranquille alors qu'elle s'approchait du banc. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix ou de regarder la foule pour commander le respect. Sa présence était suffisante. Sa réputation la précédait. Une juge sensée qui valorisait la justice par-dessus tout. Tout le monde se leva pour l'honorable juge Monica Lee. Le bailli annonça l'ouverture de la séance et tout le monde se leva. Tout le monde sauf Ethan Grayson. La salle devint silencieuse. Tous les yeux tournés vers le défendeur qui restait assis, feuilletant nonchalamment un pad juridique, comme si la procédure était un inconvénient insignifiant. Son avocat se pencha, chuchotant avec urgence, mais Ethan lui fit signe de partir d'un mouvement dédaigneux du poignet. La juge Lee s'arrêta à son banc, son regard perçant. Son visage ne trahissait rien, mais le silence devenait plus pesant à chaque seconde qui passait. Un murmure résonna dans la foule, l'incrédulité palpable. Qui pensait-il être? Mais Ethan ne tressaillit pas. Son expression restait suffisante, défiant presque la juge de réagir. « Vous pouvez vous asseoir », dit la juge Lee, sa voix calme. Elle ne répondit pas immédiatement à l'insulte, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. La tension n'était pas seulement palpable maintenant, elle était étouffante, mais ce n'était que le début. Ethan Grayson était sur le point d'apprendre à ses dépens que même les plus riches et les plus privilégiés ne sont pas au-dessus de la loi. Ethan Grayson n'était pas n'importe quel homme riche. Il était le genre de riche qui faisait la une des journaux. Des yachts de luxe, des manoirs de plusieurs millions de dollars sur les deux côtes, des jets privés et des fêtes qui pourraient rivaliser avec celles des célébrités. Son empire commercial, Grayson Investments, avait autrefois été présenté comme un modèle de réussite financière. Mais derrière le faste et le glamour se cachait une vérité plus sombre. L'ascension de Grayson au sommet avait été construite sur la tromperie. Promettant aux propriétaires de petites entreprises et aux familles de la classe moyenne une chance d'assurer leur avenir, il avait convaincu des centaines de personnes d'investir toutes leurs économies dans des systèmes frauduleux, comptes de retraite, fonds d'études, voire des héritages familiaux entiers. Tout avait disparu en un clin d'œil. Les retombées furent dévastatrices. Des familles perdirent leurs maisons, les parents eurent du mal à nourrir leurs enfants et les couples âgés furent confrontés à la perspective terrifiante de vivre leurs dernières années dans la pauvreté. Les effets d'entraînement de sa cupidité se répandirent partout. Mais pour Ethan, ce n'était que du business. Quand les enquêteurs l'ont finalement rattrapé, les preuves étaient stupéfiantes. Relevés bancaires, documents falsifiés et témoignages d'anciens employés dressaient un tableau accablant. Mais même avec les murs qui se refermaient, Ethan restait confiant. « J'ai les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter.
avait-il déclaré aux journalistes devant son manoir à Malibu. Cela finira par passer, comme toujours. Et pendant un certain temps, il semblait qu'il pourrait avoir raison. Son équipe juridique déposa requête après requête, retardant le procès pendant des mois. Ils le dépeignirent comme un entrepreneur incompris, un bouc émissaire pour les échecs des autres. Mais aucune manœuvre juridique ne pouvait effacer la montagne de preuves ou le chagrin de ses victimes. Au moment du procès, finalement, le tribunal de San Francisco ouvrit ses portes. La salle d'audience était remplie quotidiennement de personnes en quête de justice, ou du moins d'un semblant de justice. Parmi elles, Angela Martinez, une veuve et mère de 3 enfants qui avait perdu sa maison après avoir investi avec Grayson. Sa plus jeune fille avait été forcée d'abandonner ses études. Assis à côté d'elle se trouvait Peter Vaughn, un pompier à la retraite qui avait passé des décennies à économiser pour sa retraite pour finir par vivre dans la chambre d'amis de son frère. Leurs histoires, et d'innombrables autres, ont été partagées dans des détails déchirants pendant le procès. La voix d'Angela s'est brisée alors qu'elle décrivait le jour où elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas payer l'hypothèque. « Je les ai suppliés de ne pas prendre la maison », a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Mais ils s'en fichaient. « Mes enfants ont dû dormir dans notre voiture pendant 2 semaines. Savez-vous ce que ça fait ?» Le témoignage de Peter était tout aussi pénible. « J'ai passé 35 ans à courir dans des bâtiments en feu », a-t-il dit, sa voix lourde de colère. « Et cet homme a brûlé mon avenir sans une seconde pensée. Mais pendant tout ce temps, Ethan est resté assis là, imperturbable. Il se penchait souvent en arrière sur sa chaise en faisant défiler son téléphone ou en chuchotant des blagues à son avocat. Ce n'étaient que des histoires, du bruit sans rapport qui ne changerait pas le résultat qu'il croyait déjà être en sa faveur. La presse l'a dévoré. Les gros titres ont crié à l'orgueil, à son manque de remords et à son manque de respect audacieux. Il a été montré au tribunal que l'opinion publique se retournait contre lui, mais Ethan s'en fichait. En ce qui le concernait, l'opinion publique ne faisait pas de chèque. Son avocat a essayé de faire tourner le récit. « M. Grayson regrette profondément les difficultés causées », a déclaré l'avocat lors d'une conférence de presse. Mais il reste confiant que la vérité sera révélée. La vérité, cependant, était qu'Ethan n'avait aucune intention d'admettre sa culpabilité. Il pariait sur le fait que le système se plierait en sa faveur, comme il l'avait toujours fait auparavant. Mais cette fois, il y avait un facteur qu'Ethan n'avait pas pris en compte. La juge Monica Lee n'était pas comme les gens qu'il avait l'habitude de manipuler. Le procès était un spectacle. Les camionnettes d'information bordaient les rues devant le palais de justice. Les journalistes se bousculaient pour prendre position et capturer chaque détail. À l'intérieur, la tension ne faisait que croître à mesure que les jours passaient. Témoin après témoin montait à la barre, chacun ajoutant un autre clou au cercueil métaphorique d'Ethan Grayson. Mais ce n'était pas seulement les témoignages qui faisaient haleter les spectateurs dans le public. C'était le comportement d'Ethan. Le 3e jour du procès, l'accusation a présenté des preuves accablantes. Une série de courriels dans lesquels Ethan avait explicitement demandé à son équipe de falsifier des dossiers et d'induire en erreur les investisseurs. La salle d'audience était silencieuse pendant que le procureur lisait ces mots à haute voix. « Faites en sorte que les chiffres paraissent bons. Nous avons besoin que ces imbéciles signent sur la ligne pointillée. » Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Angela Martinez, assise au premier rang, secoua la tête avec incrédulité. Peter Vaughn serra les poings. Et Ethan sourit. Le procureur se tourna vers lui, sa voix sèche. « Monsieur Grayson, reconnaissez-vous cet email ?» Son avocat intervint avant qu'il ne puisse répondre. Cette question a été posée et a reçu une réponse lors des audiences préliminaires. La juge Lee leva la main,
son expression calme mais ferme. Rejeté. Le défendeur répondra à la question. Ethan se pencha vers le micro, son ton dégoulinant de condescendance. Oui, je le reconnais. Mais ne prétendons pas que cela signifie ce que vous insinuez. C'est juste une discussion d'affaires. Vous ne comprendriez pas. La foule éclata en chuchotements et le marteau du juge frappa comme un coup de tonnerre. « Ordre au tribunal !» ordonna la juge Lee, sa voix coupant le bruit. Elle reporta son attention sur Ethan. « Monsieur Grayson, je vous conseille de surveiller votre ton. Ce n'est pas une réunion de conseil. » Mais Ethan n'a pas bronché. Si quoi que ce soit, il semblait amusé, comme si tout cela n'était qu'un jeu élaboré. Alors que le procès continuait, son arrogance ne faisait que grandir. Il interrompait les témoins avec des rires sarcastiques, roulait des yeux pendant les contre-interrogatoires et murmurait fort à son avocat pendant les moments clés. Le public regardait avec incrédulité alors qu'il traitait la salle d'audience comme sa scène personnelle. Puis est venu le jour du témoignage d'Angela Martinez. Elle s'est avancée à la barre en tenant un morceau de papier plié dans ses mains tremblantes. Sa voix tremblait lorsqu'elle a commencé, mais ses mots portaient le poids de sa douleur. « Je lui ai fait confiance », dit-elle en regardant directement Ethan. « Je lui ai fait confiance avec tout ce que j'avais et il a détruit l'avenir de ma famille. » Ethan ne l'a même pas regardé. Il s'est penché en arrière sur sa chaise en faisant défiler nonchalamment son téléphone. « Honorable !» le procureur interrompit en désignant Ethan. Le défendeur ne fait clairement pas attention aux témoins. Tous les yeux se tournèrent vers le juge Lee. Son visage était impassible, mais ses yeux brûlaient d'une fureur silencieuse. « Monsieur Grayson, » dit-elle, sa voix était mesurée. « Rangez votre téléphone maintenant. » Ethan leva les yeux, imperturbable. « Je vérifiais juste quelque chose d'important, » dit-il en tenant l'appareil comme pour prouver son point de vue. Le ton du juge s'est durci. « J'ai dit maintenant. » Pendant un moment, il semblait qu'il allait argumenter, mais à contre-cœur, il posa le téléphone. La tension dans la pièce était palpable, mais le mal était déjà fait. Le témoignage d'Angela s'est poursuivi, mais sa voix portait un tremblement d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre le manque de décence humaine fondamentale. À la fin de sa déclaration, il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience, à l'exception de celui d'Ethan. L'accusation a clos son dossier une semaine plus tard, laissant la défense faire son coup. L'avocat d'Ethan a tout essayé. Discréditer les témoins, déformer le récit, dépeindre même Ethan comme une victime de procureur trop zélé. Mais les fissures étaient trop grandes pour être couvertes. À travers tout cela, la juge Lee a gardé son sang-froid. Elle parlait rarement, mais sa présence planait au-dessus de la salle comme une force constante et inébranlable. Cependant, il était clair pour tous ceux qui regardaient que sa patience avec les pitreries d'Ethan s'épuisait. Le procès avait atteint son dernier jour. L'air dans la salle d'audience était électrique, l'anticipation presque insupportable. Les journalistes remplissaient les derniers rangs, leurs stylos en position et les caméras étaient prêtes. La galerie était remplie de victimes, leur visage un mélange de colère et d'espoir. Tous les yeux étaient rivés sur la juge Monica Lee alors qu'elle se préparait à prononcer la sentence. Ethan Grayson était assis à la table de la défense, sa posture aussi détendue que jamais. Il avait l'audace d'afficher un petit sourire aux caméras alors qu'elle capturait chacun de ses mouvements. Il ne ressemblait pas à un homme sur le point d'affronter un jugement. Il ressemblait à un homme convaincu qu'il avait déjà gagné. Quand le juge Lee a finalement parlé, la salle est devenue silencieuse. « Monsieur Grayson », commença-t-elle, sa voix ferme et délibérée, « vous avez été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, fraude, complot et entrave à la justice. Les preuves contre vous sont accablantes et les témoignages de vos victimes dressent un tableau clair de vos actions. Vous avez manipulé, exploité et détruit la vie d'innombrables personnes pour votre gain personnel. »
Ethan s'est penché en arrière sur sa chaise. Son expression était illisible. Le juge a continué. Tout au long de ce procès, vous avez montré un manque flagrant de remords. Votre comportement dans cette salle d'audience n'a été rien de moins que honteux. Vous avez insulté vos victimes, ignoré l'autorité de ce tribunal et traité ces procédures comme si elles étaient en dessous de vous. La foule murmurait en signe d'accord. Angela Martinez, assise au premier rang, joignit fermement ses mains, ses phalanges blanches. Le ton du juge Lee changea, de plus en plus froid. La justice, Monsieur Grayson, n'est pas une question de richesse, de pouvoir ou de privilège. Il s'agit de responsabilité. Et aujourd'hui, vous ferez face aux conséquences de vos actes. La pièce était si silencieuse que vous pouviez entendre le léger bruissement du papier. Le sourire narquois d'Ethan vacilla pour la première fois alors qu'il se redressait sur sa chaise. « Donc, déclara le juge, je vous condamne à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. » Des halètements éclatèrent au milieu de la foule. Le visage d'Ethan se figea, le sang quittant ses joues. Il s'attendait à une tape sur les doigts, peut-être quelques mois dans un établissement confortable, mais c'était du jamais vu pour quelqu'un de sa stature. Le juge Lee n'avait pas fini. De plus, j'ordonne la liquidation immédiate de vos biens pour rembourser les victimes de vos crimes. Chaque dollar que vous avez volé sera rendu aux familles que vous avez dévastées. La salle d'audience s'est mise à murmurer, stupéfaite. Angela Martinez a pressé ses mains contre sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Peter Vaughn s'est adossé à son siège, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ethan s'est levé de sa chaise, le visage rouge de colère. « Tu ne peux pas faire ça !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suis Ethan Grayson. Vous ne pouvez pas me traiter comme un juge pénal ordinaire. » Le marteau du juge Lee claqua, son expression inflexible. « Monsieur Grayson, asseyez-vous. » Mais Ethan n'avait pas fini. « C'est une blague. Je vais faire appel. Je ruinerai votre carrière, juge. » Les huissiers se sont rapprochés, prêts à intervenir. Le juge Lee est resté calme, sa voix coupant celle d'Ethan comme un couteau. « C'est ma salle d'audience, monsieur Grayson, et vous ferez preuve de respect. » Les huissiers ont escorté l'accusé dehors. Alors qu'il était emmené, Ethan a continué à protester, sa voix devenant de plus en plus faible à chaque pas. La salle d'audience a éclaté en applaudissements, ce qui arrivait rarement, mais semblait tout à fait approprié. Au moment où le juge Lee s'est tourné vers le public, son expression s'est légèrement adoucie. « La justice a été rendue », a-t-elle dit. Que cela serve de rappel, personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi. Alors que la salle d'audience se vidait et que les caméras à l'extérieur commençaient à clignoter, une question restait dans l'esprit de chacun. Cette sentence serait-elle suffisante pour vraiment changer un homme comme Ethan Grayson? La salle d'audience était presque vide maintenant, à l'exception de quelques journalistes et victimes attardées rassemblant leurs affaires. Le bourdonnement de l'excitation était toujours en suspens, mais pour ceux qui avaient été directement touchés par les crimes d'Ethan Grayson, les émotions étaient plus complexes. Angela Martinez se tenait près des marches du palais de justice, serrant fermement son sac à main. Un journaliste s'est approché d'elle avec un microphone. « Comment vous sentez-vous après le verdict d'aujourd'hui » Angela a hésité puis a dit « Je me sens soulagée, mais la vérité est qu'aucune peine n'effacera les dégâts qu'il a causés. Mes enfants et moi sommes toujours en train de reconstruire, mais au moins, maintenant, nous avons de l'espoir. » À proximité, Peter Vaughn parlait avec un ami. « Ce n'est pas seulement une question des années qu'il passera, » a-t-il dit en secouant la tête. « C'est une question de message. Les gens comme lui pensent être intouchables. Aujourd'hui, on a prouvé qu'ils ne le sont pas. » À l'intérieur de sa chambre, la juge Monica Lee était assise tranquillement, regardant par la fenêtre l'agitation en contrebas. Elle ne ressentait ni triomphe ni victoire, juste une détermination inébranlable.
Son rôle n'était pas la satisfaction personnelle. Il s'agissait d'assurer l'équité et de rappeler à chacun que la balance de la justice pouvait s'équilibrer même face au poids du privilège et de la richesse. Le nom d'Ethan Grayson continuerait à faire la une des journaux pendant un certain temps, mais pour les personnes à qui il avait fait du tort, le chapitre était enfin clos. La restitution financière aiderait beaucoup d'entre eux à recommencer, mais les cicatrices qu'il avait laissées derrière lui prendraient plus de temps à guérir. Au fil des semaines, l'histoire a suscité des conversations à travers le pays. Elle est devenue un cri de ralliement pour que les responsables rendent des comptes et que les gens soient tenus aux mêmes normes que les autres. Les gens partageaient leurs propres histoires d'injustice, puisant leur force dans le verdict. Mais le moment le plus puissant est peut-être venu de la plus jeune fille d'Angela, Sophia, qui a écrit une lettre au juge Lee, ensuite publiée dans un journal local. « Merci d'avoir défendu ma famille », pouvait-on y lire. « Merci de nous avoir montré que des gens comme Ethan Grayson ne peuvent pas s'en tirer en blessant des gens comme nous. Vous ne nous avez pas seulement donné la justice, vous nous avez donné une seconde chance. » L'histoire du procès d'Ethan Grayson était plus qu'un simple drame judiciaire. C'était un rappel de la résilience des gens ordinaires, de l'importance de l'intégrité et de la conviction que la justice peut et doit prévaloir quelles que soient les difficultés. Alors lorsque vous êtes assis avec cette histoire, demandez-vous ce que signifie la responsabilité pour vous et dans votre propre vie. Comment pouvez-vous garantir que l'équité et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais aussi des actes? Car, en fin de compte, la justice n'est pas seulement la responsabilité des tribunaux, c'est quelque chose pour lequel nous devons tous nous battre chaque jour.